On va passer à notre deuxième thème. On va essayer de dépasser les limites du possible. Vous allez voir, il y a des choses qui se préparent, qui sont assez extraordinaires. Et après évoquer l'innovation, on va voir un petit peu comment l'imagination et les frontières n'ont plus de limites en termes de réalité, la recherche spatiale, la recherche médicale, le transhumanisme. 3 invités que j'invite à me rejoindre. Et je vais demander à Jean-Michel Beignet, Bertin Naoum et Michel Cassé de prendre place sur scène. On peut les applaudir. Bonjour messieurs. Installez-vous, je vous en prie. Alors, je vais faire les présentations. Immédiatement à ma droite, Michel Cassé, directeur de recherche émérite au commissariat à l'énergie atomique et auteur de nombreux ouvrages. C'est lui qui va nous propulser dans l'espace, vous allez le voir. Bertin Naoum, président et fondateur de MedTech, qui est une activité de robotique chirurgicale et dont il doit être classé, d'ailleurs Bertin, qu'on le dise toujours, parce qu'il a été identifié comme l'un des plus grands esprits innovateurs de son secteur d'activité, très proche de Steve Jobs par des médias américains. Et puis Jean-Michel Beignet, bien sûr, professeur de philosophie à l'université Paris-Sorbonne. J'aimerais, Jean-Michel, qu'on démarre ensemble, parce que j'évoquais le transhumanisme. Jamais il s'est passé autant de choses. Jamais on a autant découvert de choses qu'on croyait impossibles. Ça a été très théorisé, le transhumanisme. J'aimerais qu'on pose un peu les bases de notre débat avec vous, pour que d'abord vous nous expliquiez ce que c'est, qui en est à l'origine, quand est-ce que ça a démarré, et qu'est-ce que, justement, ça risque de changer beaucoup de choses. On évoquait ce qui se passe dans le laboratoire de Google, on va y venir ensemble, bien sûr, mais posons les bases un peu de cette réflexion ensemble. Bon, écoutez, on parle cet après-midi d'innovation, on parle de transhumanisme. Le contexte global des deux choses pourrait être désigné comme cette période qui commence au XVIIe siècle, qu'on appelle la modernité, et qui décide de considérer que les sciences et les techniques sont à la clé du bonheur de l'espèce humaine tout entière. Donc c'est ça la toile de fond. C'est sur cette base-là que nous réactivons aujourd'hui le concept d'innovation. Nous sommes très conformes à Rimbaud. Il faut être moderne. Il faut être moderne. On ne pose pas la question de savoir pourquoi. Le nouveau, la promotion du nouveau et la valeur en soi, indiscutable, qui nous met évidemment à distance des sociétés archaïques pour lesquelles l'ancien est au contraire la valeur. Au Moyen-Âge, le mot innovation qui apparaît aux alentours du XIIIe siècle, c'est synonyme de diabolique. Le nouveau, c'est le diabolique. Et même les novateurs intellectuels qui vont faire la Renaissance ne se désignent jamais comme des innovateurs parce que c'est dangereux. Donc c'est important de le dire parce que le mot innovation a une connotation très incantatoire aujourd'hui. On s'accorde tous à l'utiliser et à abonder dans le sens qu'on nous impose en disant toute prospérité passera par l'innovation. Bon, l'innovation n'est pas forcément synonyme de progrès. C'est une évidence qu'il faut rappeler. L'innovation, ça n'est pas forcément la promotion du nouveau en faveur du mieux. L'homme augmenté, ce n'est pas l'homme amélioré, par exemple. Donc c'est important à rappeler parce que la valeur d'innovation, elle est du côté de la rupture. Et je vais en venir évidemment au transhumanisme à partir de là. C'est la rupture qui est sans doute à la clé de la compréhension de la notion d'innovation. On livre sur le marché des objets innovants et le marché décide de ceux qui seront retenus et qui mériteront de survivre. On est dans une démarche finalement assez néo-darwinienne. On a pris ce parti-là. Tout à l'heure, Jean-Marc évoquait le commissariat au plan. On a supprimé le commissariat au plan parce qu'on a décidé que précisément on n'aura pas à poser la question de la finalité de ce que nous produisons. Non, la question du nouveau est une question soustraite à la discussion, le nouveau pour le nouveau. Alors le transhumanisme, là-dedans, le transhumanisme, ça désigne avant tout, alors là je le dis de manière assez plate, ça désigne ces mouvements d'opinion qui se développent assez volontiers autour
des technopoles, autour des grands laboratoires d'innovation technologique. En l'occurrence en Californie, je crois que c'est né En Californie, principalement. La Californie, la Silicon Valley a été effectivement le foyer des premiers transhumanistes, mais bon, il y en a de diffus. Alors le transhumanisme, c'est un mouvement d'opinion qui présente un spectre assez large. Vous avez des transhumanistes soft et puis des transhumanistes hard. Les soft, on les trouve plutôt en Europe, en France, l'association française du transhumanisme qui s'appelle Technoprog. Bon, on réunit des gens qui sont très très gentils et qui disent les sciences et les techniques doivent servir avant tout à accroître la longévité et puis à réaliser autant que possible les valeurs d'égalité auxquelles nous sommes attachés dans nos sociétés. Ça, c'est le transhumanisme soft. Le plus hard, il se trouve aux États-Unis, en Californie. Il a un pape qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est ingénieur en chef chez Google, qui a été à un moment donné conseiller spécial d'Obama, et qui, lui, tient un discours beaucoup plus déterminé. Il prend date, il dit, en 2045, une rupture va s'annoncer. Cette rupture correspondra à l'apparition d'une intelligence non biologique qui relèguera notre intelligence humaine dans le passé. Il appelle ça la singularité. En appelant ça la singularité, il souligne un peu plus que c'est une rupture dont il s'agira. La singularité, ça désigne en mathématiques ou en physique le moment où les lois ne s'appliquent plus. On est dans une espèce d'anomie. Là, la singularité annoncée pour 2045 préludera à quelque chose dont nous ne pouvons pas nous faire une représentation. Nous pouvons simplement nous dire que, au jour le jour, nous sommes en train d'en préparer l'avènement. Nous introduisons dans l'espace qui est le nôtre des variations avec nos innovations technologiques, des variations qui se dupliquent et qui peuvent faire mutation. Et la mutation peut préluder à l'apparition de quelque chose comme une nouvelle espèce. Et là, on est prêt à parler même d'un post-humain. Bon, à l'intérieur de ce spectre, il y a des variantes. Tout à l'heure, Bernard parlait de la production de négantropie. Il y a par exemple une association qui s'appelle l'association des extropiens. Il s'agit de transhumanistes qui veulent, eux, quelque chose de tout simple. Ils veulent réfuter le deuxième principe de la thermodynamique. Rien que ça. Donc, parvenir, au fond, à inverser les mécanismes anthropiques et faire en sorte que notre univers ne s'achemine pas vers toujours davantage de désordre, mais au contraire davantage d'ordre. Et là, il y a des programmes associés à cette ambition assez fantasmatique, de dépollution de la planète, de dérivation de l'orbe de la Terre par des moyens ou d'autres, quantité de dispositifs de cet ordre-là. Mais j'insiste bien, donc, l'innovation, là, elle est tout entière du côté de la rupture. Ce que l'on recherche, c'est finalement à ouvrir quelque chose de l'ordre de l'inédit. J'ajouterais que, au fond, cette idée-là, dominante chez les transhumanistes, elle s'associe assez volontiers avec la représentation de l'ingénieur, d'un ingénieur complètement en rupture. Alors, traditionnellement, l'ingénieur, c'est celui qui planifiait, c'est celui qui forgeait des plans et acheminait ces plans vers leur réalisation. Aujourd'hui, on a affaire à une génération nouvelle d'ingénieurs. Hannah Arendt le disait déjà dans les années 1950. L'ingénieur, c'est celui qui cherche à se laisser surprendre par ce qu'il fait. Donc, on est à la recherche de l'élément de surprise, de l'élément qui fera révolution, puisqu'au fond, c'est notre intitulé. Si l'innovation fait la révolution, c'est pour autant précisément qu'elle crée l'événement, qu'elle crée la surprise, donc qu'elle ne se laisse pas décréter, donc qu'elle ne se laisse pas suggérer et, a fortiori, formater.
Merci pour ces propos introductifs de notre deuxième partie. Je lisais dans une des notes que j'avais regardées un petit peu pour préparer ce débat, la phrase suivante: grâce à l'union des biotechnologies, des nanotechnologies, des sciences de l'information, robotique et informatique et des sciences cognitives, l'homme va pouvoir s'affranchir des limites assignées au corps. C'est aussi un des éléments effectivement des transhumanistes, une des obsessions des transhumanistes, d'allonger la durée de vie, mais pas seulement. Alors, j'ai remarqué que l'entrepreneur se met chaque fois entre les intellectuels, si je puis dire. En tout cas, on a Bertin Naoum qui est un véritable entrepreneur. Bertin, vous avez créé MedTech, qui est une société de robotique chirurgicale basée à Montpellier, qui est connue mondialement pour 3 robots. Le troisième, je crois, est assez récent. Il y a Brigitte Rosa et Rosa Spine, c'est très romantique, qui sont dédiés respectivement à la chirurgie du genou, à la neurochirurgie, à la chirurgie de la colonne vertébrale. Donc vous incarnez justement ce croisement à la fois de la mécanique, de la robotique, de l'électronique, de la technologie, avec cette entreprise que tout le monde observe. Racontez-nous quel rôle vous avez envie de jouer. Vous, d'abord, parlons de MedTech rapidement, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, même si vous êtes très exposé en ce moment, parce qu'en plus, il y a un joli truc, vous étiez dans la presse ce matin par rapport à de beaux succès américains. Mais comment allez-vous participer à cette révolution? Alors, je ne sais pas d'ailleurs si vous vous sentez proche de ce courant transhumaniste ou pas, ou si ce n'est pas du tout votre problème. D'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, j'en sais rien. Dites-nous tout. Alors, nous, on n'est clairement pas, on ne s'inscrit pas dans le transhumanisme, même si j'aurais peut-être l'occasion de revenir sur mon interprétation très personnelle, en tous les cas, du transhumanisme. Non, je dirais beaucoup plus humblement, MedTech est une société qui, effectivement, conçoit, commercialise et fabrique, donc dans le bon sens, conçoit, fabrique et commercialise des robots chirurgicaux. Donc, nos robots sont utilisés pour assister les chirurgiens dans des opérations extrêmement sensibles du cerveau et de la colonne vertébrale. On a effectivement commencé notre aventure il y a plus de 13 ans de cela, 14 ans même, à Montpellier déjà, sur un premier robot qui, comme vous l'avez indiqué, s'appelait Brigitte et qui était utilisé pour la chirurgie du genou. En 2006, on a été approché par un grand groupe américain qui nous a fait une offre de rachat de la société qui finalement s'est transformée en offre de cession des brevets que nous avions développé qui protégeait ces technologies. Il faut dire qu'à l'époque, notre société, qui était encore plus petite qu'aujourd'hui, n'avait jamais réussi à convaincre un quelconque, je dirais, soutien financier d'accompagner en France, bien sûr. Nulle part. En France. À l'époque, on était une équipe de 4 ou 5 personnes, donc on cherchait des financements locaux et nationaux. On n'avait jamais réussi à convaincre quelconque, on va dire, fonds d'investissement d'investir le moindre euro dans la société, et c'est finalement le leader mondial de la chirurgie orthopédique, qui est un groupe de plusieurs milliards de dollars, qui nous a identifié, petite start-up au fin fond du Languedoc-Roussillon, et qui a fait une offre de rachat sur la société. Nous avons donc décidé de réinvestir le fruit de cette première opération dans un nouveau programme de recherche, au terme duquel nous avons mis au point une nouvelle génération de robots, le robot Rosa, utilisé dans un premier temps pour soigner ou pour assister les chirurgiens dans différentes opérations en neurochirurgie, pour soigner différentes pathologies, notamment les maladies neurodégénératives, telles que la maladie de Parkinson, les personnes souffrant d'épilepsie ou différentes maladies tumorales. Et plus récemment, nous venons d'étendre, comme vous l'avez fort justement indiqué, l'utilisation de notre robot à la chirurgie de la colonne vertébrale. Comme on le sait, le mal du dos, c'est le mal du siècle. Il y a énormément d'attentes de ce côté-là, et notre ambition, très humblement, c'est d'assister les chirurgiens pour des opérations beaucoup plus efficaces et réduire ce qu'on appelle l'aléa chirurgical. La recherche française est extrêmement reconnue. Tout est fait en France. Votre R&D est faite en France avec des Français. Complètement. Le seul problème, c'est le financement, en fait, par rapport à la France, aujourd'hui, par rapport à votre histoire. Je ne cherche pas de problème, mais si on essaie de décrypter un peu l'aventure. Depuis, la situation de financement de la société s'est améliorée, puisque maintenant, MedTech est une société cotée en bourse. Depuis 2003, nous sommes cotés sur Euronext, et donc les choses se passent de façon beaucoup plus simple. Mais pour répondre à votre question, effectivement, je crois que tout à l'heure, dans votre film introductif, lorsque on avait une définition de l'innovation, je crois qu'on a parlé de créativité. Et je crois que ça, c'est vraiment une dimension une force de la France, et qui est reconnue bien au-delà de nos frontières, la créativité. Je crois que la France, dans différents domaines, que ce soit dans le domaine artistique, dans le domaine scientifique ou autre, les Français sont créatifs. Et je crois que c'est un élément qui est extrêmement important lorsque l'on veut se lancer dans l'innovation. Et donc, on a la chance aujourd'hui, nous en France, de pouvoir s'appuyer sur des équipes, sur des gens, des membres de l'équipe qui souvent font preuve de la créativité, qui permettent de mettre au point ces nouvelles technologies.
Je reviendrai vers vous après, Bertin, sur votre vision du transhumanisme. J'aimerais une autre question qui fera peut-être le lien avec ce que nous disait tout à l'heure Jean-Michel sur la certitude de ce chief de Google qu'en 2045, il y aura un robot intelligent. Comment est-ce que vous liez tout cela à votre métier? Parce que la robotique, c'est aussi quelque part, il faut qu'il y ait quelque chose qui active un peu tout ça. Vous y réfléchissez, bien évidemment, à l'ensemble de cette intelligence artificielle. Donnez-nous votre position là-dessus, ou votre vision d'entrepreneur, de celui qui fait finalement tout ce qu'on observe comme grande tendance. Alors, moi, j'ai une approche peut-être un peu différente du transhumanisme, qui, à mon goût, ne doit peut-être pas être analysé au pied de la lettre, mais plutôt comme une parabole, comme un symbole, comme un objectif, ou plutôt, je dirais, une direction. Je crois qu'il est important à ce stade de rappeler que finalement, innover, qu'est-ce que c'est? C'est transgresser. Et finalement, ce n'est pas étonnant que la société qui est probablement la plus innovante aujourd'hui dans le monde, qui est Google, soit la société qui soit la plus transgressive. Et quelle est finalement l'ultime transgression? L'ultime transgression, c'est de remettre en cause la mort, tout simplement. Et donc, je ne crois pas, je ne pense pas, encore une fois, que dans la logique du transhumanisme, il faille prendre la remise en cause de la mort comme quelque chose, comme étant un objectif, en tous les cas à court et moyen terme, mais simplement, c'est une façon de montrer encore une fois qu'on est tellement capable de transgresser qu'on est capable, y compris, de s'inscrire dans une logique de remise en cause de la mort. Alors après, dans, je dirais, la réalisation et la mise en œuvre, on peut parfois être étonné de solutions, on va dire technologiques ou autres, qui finalement sont très loin de ce que l'on imaginait initialement. Permettez-moi de donner un exemple. Un autre rêve qui a pris forme de différentes manières dans différents films de science-fiction notamment, c'est le don d'ubiquité, c'est la téléportation qui a été mise en forme à plusieurs reprises dans différents romans, etc. Aujourd'hui, ça existe. Racontez-nous. Aujourd'hui, ça existe. Il y a des chercheurs, il y a des sociétés qui proposent, notamment grâce à la robotique, je dirais combinée tout simplement avec des solutions de vidéoconférence, de vidéocaméra, des espèces de petits robots qui se promènent avec le visage de votre interlocuteur qui est extrêmement loin, et la personne arrive à se promener tout simplement dans un endroit complètement différent de celui où il se trouve, comme s'il s'y trouvait, et pouvoir communiquer. Et les gens finissent vraiment par avoir l'impression que la personne qui se trouve éventuellement des milliers de kilomètres est présente et à l'endroit précis. Et donc on voit un objectif qui aujourd'hui initialement pouvait paraître complètement fou, qui a finalement pris une forme qui est extrêmement différente et très lointaine de ce qu'on pouvait imaginer initialement. Donc encore une fois, moi je pense que je fais partie des gens qui pensent que le transhumanisme n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre, mais considérer que c'est finalement une façon de montrer sa capacité de transgression et sa capacité à relever et à écarter toutes les limites que l'on peut se fixer. Mais vous qui créez ces objets, vous croyez qu'on pourra en 2045, ou peut-être même avant, parce que vous dites en gros, on est sûr de rien, ce sera peut-être même avant, on peut arriver à créer une intelligence quasiment artificielle avec un cerveau qui est plus intelligent que celui de l'homme? Moi, je suis pas un scientifique. Moi, je ne suis qu'un ingénieur, donc je prends beaucoup de précautions dans ce type d'affirmation. Si vous me posez la question aujourd'hui, ça me paraît peu probable. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est que la technologie, d'une façon générale, en tout cas le phénomène auquel on assiste depuis de nombreuses années, va encore s'accélérer. Et par le croisement entre des personnes venant d'horizons complètement différents, on va remettre en cause un certain nombre de systèmes, un certain nombre de fonctionnements, un certain nombre peut-être d'organisations. Et la technologie a encore énormément de choses à apporter. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Michel Cassé. Je vais un peu garder ça pour la troisième intervention parce que vous allez nous emmener dans les étoiles. Et il s'y est passé beaucoup de choses récemment. Vous m'avez dit, en préparant cette réunion et ce débat, qu'il y a eu des sauts tellement extraordinaires de la connaissance de l'univers. On en a plus appris dans les 20 dernières années, je crois, que depuis qu'on l'observe et depuis que le monde est monde. Alors, faites-nous un peu rêver d'abord dans un premier temps et dites-nous quelles ont été ces grandes découvertes et justement, qu'est-ce que ce niveau de connaissance qu'on a repoussé, quel est-il d'abord et grâce à quoi ou grâce à qui? Bon, je dirais, je ne peux pas développer devant vous le tapis étoilé de la cosmologie, sachant que
l'histoire de l'univers se déroule sur 15 milliards d'années, que j'ai moins de Et vous avez 15, 15 minutes. Et donc, je serai bref. Donc, ça, comme vous le disiez, nous avons découvert en 50 ans plus qu'en 5000. Et je vous donne un exemple. Sans le savoir, nous labourons la poussière des étoiles qui nous a été apportée par le vent et buvons l'univers dans une goutte d'eau de pluie. Parce que l'eau est composée de l'hydrogène et de l'oxygène. L'hydrogène, c'est la cendre de l'explosion originelle dite Big Bang, et l'oxygène est exhalé par les étoiles parce que les étoiles s'ouvrent comme des fleurs et inséminent l'espace des produits de leur alchimie nucléaire. Les étoiles sont des réacteurs thermonucléaires à confinement gravitationnel. Premier chapitre. Deuxième chapitre. On va essayer de comprendre. Hein, parce alors, que deuxième chapitre. On vous suit, on est avec vous. Voilà. Nous calculons notre rêve d'étoile. Donc, les rêveurs subventionnés par l'État, dont j'ai été, ne sont pas inutiles parce qu'ils ont compris si bien le Soleil que nous sommes en train d'en construire un à Cadarache, en France, qui s'appelle ITER, pour résoudre définitivement le problème de l'énergie. Racontez-nous quand même en 30 secondes, c'est intéressant. Il s'agit de la fusion thermonucléaire à confinement magnétique. Le Soleil donc confine son gaz chaud. Un gaz chaud a tendance à s'élever, une pierre a tendance à tomber. Chaque point du Soleil est à cheval entre l'envol et la chute. Et donc le Soleil brille. S'il brille, c'est qu'il brûle. S'il brûle, c'est qu'il périt. Donc le Soleil est mortel. Le Soleil est mortel, Socrate est mortel, donc Socrate est un soleil. La modernité dans la physique, c'est d'admettre, premièrement, alors nous sommes à la 6e révolution copernicienne, alors que la première n'a pas été encore conçue, puisqu'on dit que le Soleil se lève, c'est absolument faux. Donc la première, vous la connaissez tous, la Terre n'est pas au centre de l'univers, le Soleil n'est pas au centre de la République des Soleils qui s'appelle la galaxie n'est pas au centre de l'univers parce que l'univers n'a ni centre ni bord. Et ensuite, nous vivons dans un champagne généralisé dont nous n'occupons qu'une bulle. Je me sens personnellement incarcéré dans la notion d'univers que je remplacerai volontiers par celle de plurivers. Voilà encore une révolution copernicienne. Je ne dis rien. Et donc, pour terminer, je vous suis attentivement. Cette petite présentation, je dirais que l'équation de l'astrophysique, c'est terre égale ciel, mais que c'est aussi, pour reprendre ce que Bernard Stiegler disait, c'est que guerre égale ciel. Les grands progrès de la science proviennent de l'observation. Quand Galilée a pointé sa lunette vers la Lune, il y a vu des montagnes. Il en a déduit, puisque la Lune était la séparation entre la sphère supralunaire incréée et faite d'une quintessence, ni d'eau, ni d'air, ni de terre, ni de feu, mais d'un 5e élément dit éthéré, incorruptible. Et donc, frontière entre la sphère supralunaire que je viens de décrire et sublunaire, centrée sur la Terre, qui était le lieu de la corruption et de la mort. Galilée, voyant des montagnes sur la Lune, en a déduit que la Lune est terreuse. Nous, astrophysiciens, nous disons la Terre est céleste. Et si la Terre est céleste, alors le ciel est compréhensible. J'essaie d'être à la hauteur dans mes questions, hein, ça ne va pas être facile. J'ai une tâche difficile aujourd'hui. Je finis. Non, allez-y. Juste un point. Le vide, pour faire plaisir, non pas aux petits-enfants, mais aux banquiers, le vide est une banque et une agence de communication. Le vide quantique est un vide fluctuant, il est plein d'énergie. Le vide est l'agent créateur. Nous avons découvert donc les 3 éléments de la cosmologie sont le vide, la lumière et la matière, et qu'il y a une chaîne physique dans la Genèse. D'abord vient le vide, qui entraîne une expansion de l'espace qu'on appelle inflation, pour vous faire plaisir. Ce vide se transforme en lumière, la lumière en matière et antimatière, c'est-à-dire en matière et son double antagoniste est mortel, parce que le signe de la lumière, c'est 0. Or, 0, c'est la somme de plus et de moins, c'est-à-dire matière et antimatière. Il y a genèse, mais il y a meurtre. L'antimatière disparaît, elle est assassinée avant la première seconde, et il ne reste que vous, les étoiles et moi. Voilà. Mais je m'arrête parce que... C'est passionnant. Et vous êtes passionné. Moi, j'ai une question très concrète. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Qu'est-ce qu'on cherche en ce moment ?
finalement? Qu'est-ce qu'on espère découvrir? Sur quoi? On cherche l'origine de la vie. Oui. Donc l'univers, le ciel attendra. Le problème qui se pose, c'est le problème de la main, de la chiralité, notamment avec Philae qui est destiné à faire une expérience capitale. Il s'avère que l'ADN et les sucres sont des molécules qui sont torsadées d'une certaine manière dans un certain sens. Et donc Pasteur a découvert ce phénomène dit racémique. Cela signifie que si on veut faire un sucre artificiel, il se présente sous les deux formes. Droite, d'hélicité, on appelle ça hélicité, comme une hélice qui tourne, et gauche, dans l'autre sens. Par contre, la vie se caractérise par une seule hélicité. Donc si on trouve la même hélicité sur les comètes, cela signifie que la vie est ailleurs. C'est le job de Philae de creuser pour le savoir. Oui, alors il faut faire un petit trou. C'est pas gagné, ça. Dans la comète, gagné. c'est pas gagné, parce que pour le recul, si vous voulez, comme la gravitation est faible, le fait de percer entraîne un recul, et si on n'est pas bien ancré, on risque de reculer et de se détacher. Mais bon, j'espère véritablement que nous aurons une information cruciale sur la chiralité, sur la forme que prennent les molécules biologiques ou organiques de la comète. On évoquait le big data qui est... Vous savez, je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure, mais j'ai écouté l'autre jour, juste par rapport au débat précédent, j'aurais dû le dire tout à l'heure, mais j'entendais le président d'IBM France il y a un an annoncer un chiffre qui est un chiffre business, mais qui était quand même très explicite de ce qui est en train de se passer. Entreprise centenaire, IBM France qui fêtait ses 100 ans l'an dernier, il disait que ce qui représentait 5% du chiffre d'affaires d'IBM France en France en mai 2014 en représentera 50% à la fin de cette année. C'est quand même une mutation absolument extraordinaire sur le big data, le cloud computing, les réseaux sociaux et la mobilité, qui sont quatre dimensions importantes de ce qui est en train de se passer. Est-ce que le big data, je reviens sur le big data, est-ce qu'il est notamment à l'origine de toutes ces découvertes aujourd'hui? Est-ce que ce qui a profondément transformé la compréhension, c'est ça aujourd'hui? Vous avez absolument raison. Le CERN est une usine. Donc, prenons le CERN, par exemple. C'est un phalanstère en même temps, donc pas le temps de détailler le mode de fonctionnement et le mode de production et le partage du travail. C'est passionnant. Les données sont mises en commun et elles sont maintenant diffusées sur Internet, si bien qu'on peut analyser que chacun peut analyser les données du CERN chez lui. Mm-hmm. Et c'est une nécessité absolue parce que nous cherchons une aiguille dans une botte de foin, vraiment. Et le boson de Higgs, par exemple, qui a défrayé la chronique, a nécessité une manipulation, une intégration de données, un traitement des données extraordinaire. Si vous voulez, les calculs faits au CERN ont dépassé tous les calculs que l'humanité elle-même avait faits auparavant. Donc vous voyez, l'accélération est extraordinaire. La connaissance... Mais alors, je dirais juste pour conclure que les sciences et les techniques galopent, mais les mentalités cheminent. Alors c'est parfait, parce que c'était ma transition avec la question que je voulais poser à Jean-Michel. Quand on s'est parlé, Jean-Michel, vous m'avez dit exactement ça. Sur les mentalités, en disant, je ne sais pas si j'ai bien noté ce que vous m'avez dit, mais je me suis noté, pourquoi vouloir innover quand le progrès ne mobilise plus grand monde en Europe? Et vous parlez d'absence de vision d'avenir, notamment. Alors, racontez-nous. Est-ce que c'est vrai, d'ailleurs, que le progrès n'est plus, comme au siècle des Lumières, une source d'espoir? Je pense qu'on constate tous que l'idéologie du progrès est très largement en reflux. On interroge beaucoup cette idée de progrès. Alors pour des raisons qui sont historiques, on n'a pas le sentiment que le XXe siècle ait été un siècle flamboyant, et on n'a pas le sentiment que au quotidien nous ayons fait un monde meilleur à nos enfants. Enfin bref, on a quantité de raisons psychologiques, en tout cas. D'abord pour mettre en doute la vertu du progrès. Le progrès, c'est quand même, à l'origine, le mot progrès, ça signifie le pas, donc c'est un déplacement spatial, mais qu'on a indexé d'un signe plus, donc le progrès, c'est l'acheminement vers le meilleur. Or, je crois qu'aujourd'hui, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on brandit tellement le concept d'innovation, on a abandonner cette idée que nous nous acheminerions vers une espèce d'âge d'or, et l'innovation devient purement et simplement une incantation. Il faut aller de l'avant, advienne que pourra, on ne peut pas revenir en arrière,
Donc c'est vers l'avant qu'il faut aller. Bon, avec quelquefois quelque chose d'un petit peu désespéré. Je vous entendais tout à l'heure dire innover, c'est transgresser, et la transgression des transgressions, c'est vouloir tuer la mort. Hein, bon, c'est tout à fait cette équation. Hein. Donc aujourd'hui, hein, la limite même de l'innovation qu'on peut envisager, c'est de tuer la mort. Hein, sans s'aviser que vouloir tuer la mort, c'est évidemment tuer la vie. On est bien d'accord. Hein. Et Michel Cassé disait tout à l'heure, c'était quand même intéressant, qu'est-ce que vous cherchez, lui avez-vous demandé, et il a répondu, on cherche l'origine de la vie. Et puis vous dites, on est bien parti puisqu'on est en train de tuer la mort. Hein. Bon, je crois que là, il y a quelque chose de profond à penser. L'immortalité, ce serait la disparition des possibles. Hein. Il faut être bien entendu. C'est un suicide organisé que vouloir l'immortalité. Hein. Si on ne meurt plus, on ne vit plus. Et si on ne vit plus, on est effectivement dans un impouvoir absolu. Hein. Donc la transgression dans sa forme limite, celle qu'assument les transhumanistes qui veulent tuer la mort, hein, cette transgression, bon, elle est purement et simplement suicidaire, elle est mortifère. Il est impensable que l'innovation demeure dans un contexte où précisément nous ne naîtrions plus et nous ne mourrions plus. Donc je crois que c'est cette mesure-là qu'il faut prendre. Alors moi je suis très sévère avec cet appétit d'immortalité parce que j'y vois l'indice d'une espèce de régression infantile de l'humanité, hein, voire une espèce de tentation à l'animalisation. Hein, vouloir l'immortalité, c'est vouloir être à l'image des animaux qui n'ont pas conscience de mourir et qui se vivent éternellement au sein même de leur espèce. Hein, chez les Grecs, c'était assez joli la façon dont on abordait l'immortalité. Chez les Grecs, la mortalité, c'était le privilège des hommes. Hein, ce que n'avaient pas les dieux, ce que n'avaient pas les animaux. Hein. Et bon, les hommes qui veulent nécessairement ce qu'ils n'ont pas, rêver néanmoins d'immortalité, mais ils savaient qu'ils étaient voués à mourir. Il y avait 3 moyens pour eux de tenter d'ouvrir par effraction l'immortalité. C'était les exploits, hein, ceux d'Ulysse, hein, les œuvres, les œuvres qui leur survivraient, et les paroles consignées dans la littérature. Donc les hommes étaient hantés, hein, d'immortalité à travers des éléments qui sont éminemment culturels, qui sont éminemment symboliques. Hein. Mais ce qui s'est produit chez les Grecs, c'est qu'il y a eu une rupture avec Platon, et puis un peu plus tard, cette rupture, elle a été reconduite par le christianisme, c'est quand on a inventé le désir d'éternité. Avoir le désir d'éternité, ça n'est pas avoir l'appétit d'immortalité. Le désir d'éternité, il est marqué, chez Platon, dans le christianisme, par le fait qu'on se détourne des affaires humaines pour se tourner vers le ciel, vers la divinité, vers la spiritualité, vers en tout cas ce qui nous arrache à la naturalité, à l'animalité en nous. Or, aujourd'hui, moi, quand je vois Laurent Alexandre, d'autres, etc., qui prêchent, qui prônent l'immortalité, je dis, là, voilà, c'est l'indice de cette régression à l'animalité qui nous habite aujourd'hui. Nous nous sommes habitués à nous entendre dire que nous n'étions que des animaux comme les autres. Ben oui, effectivement, nous sommes des animaux comme les autres. Et puis, nous nous entendons de plus en plus dire que nous ne sommes guère plus que des machines, un petit peu plus sophistiqués, mais ça ne va pas durer. Hein, nous serons bientôt doublés par les machines. Donc la machinisation, l'animalisation qui nous guette aujourd'hui se solde tout naturellement par cet appétit régressif d'immortalité. Bertin, vous êtes l'un de ceux qui, par le progrès que permet vos machines, fait régresser des maladies, soigne les gens. Est-ce que vous avez ce même sentiment que le progrès aujourd'hui ne fait pas forcément autant rêver qu'avant? Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, vous vous sentez... j'imagine qu'on n'est pas entrepreneur de la même façon selon qu'on aide les gens à vivre mieux que lorsqu'on vend simplement des yaourts. Comment est-ce que, même si c'est toujours un métier d'entrepreneur, mais comment est-ce que vous ressentez-vous ce concept de progrès et son évolution? J'imagine que je dois être un optimiste forcené, parce que moi je fais partie des gens qui pensent au contraire que je dirais que l'humanité, que le progrès va dans le sens de l'amélioration
global. Je crois qu'il y a un certain nombre d'indices qui montrent que le monde, globalement, même s'il est loin d'être parfait, progresse. Et que ce soit au niveau des maladies, que ce soit à différents niveaux, les vies dont on bénéficie aujourd'hui n'ont certainement rien à envier, en tous les cas, à ce que d'autres ont connu il y a quelques décennies. Mais j'aimerais revenir, si vous me le permettrez, très rapidement sur le concept de transgression. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que de tout temps, la limite la plus importante à laquelle sont confrontés les hommes dans leur envie, dans leur quête d'exploration, dans leur quête d'absolu, leur quête d'aller relever les challenges, c'est, je dirais, des limites psychologiques, morales, qu'ils se fixent eux-mêmes. Lorsque les explorateurs sont allés découvrir les mondes nouveaux du côté des Amériques, les limites principales auxquelles ils étaient confrontés, c'était de s'affranchir d'un certain nombre peut-être de croyances, qui en l'occurrence étaient des croyances religieuses à l'époque, et qui leur expliquaient que la Terre était plate, et que s'ils allaient jusqu'au bout, ils allaient tomber, etc. Donc, il faut simplement comprendre que pour innover, on a besoin à un moment de devoir s'affranchir de ce qu'est les croyances, ou en tous les cas les limites que l'on se fixe à un instant T. Et je dirais même plus généralement, pour entreprendre, il faut souvent avoir cette logique-là. Si je n'avais pas été capable, à titre personnel, de remettre en cause les limites auxquelles j'aurais dû croire, je n'aurais jamais dû créer MedTech. C'était une folie. Aujourd'hui, C'était une folie, je vous le confirme. C'était une folie, effectivement. Si je devais recommencer, même aujourd'hui, quand je repense à l'aventure de MedTech, on avait une chance sur 1000 peut-être d'arriver là où on est aujourd'hui. Mais où était la rupture? Vous ne nous avez pas dit quelle était la rupture. Pourquoi est-ce que MedTech a fait une percée qui a été reconnue comme un des trucs les plus incroyables qui a été fait sur ce secteur? Je crois que ce qui est la chose la plus importante et qui anime MedTech et ses équipes, c'est un petit peu ce qui a été décrit précédemment à l'occasion de la table ronde précédente. C'est le fait de comprendre ce que les clients, en l'occurrence les patients, veulent. Et aujourd'hui, les patients refusent ce qu'on appelle l'aléa médical, l'aléa chirurgical. Les patients que nous sommes, tous potentiellement, nous souhaitons pouvoir vivre le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Et si on doit être frappé par la maladie ou frappé par n'importe quel problème, on souhaite pouvoir être traité de la façon la plus efficace possible en réduisant au maximum l'aléa chirurgical. Or, aujourd'hui, la technologie a des choses à apporter aux médecins, aux chirurgiens, aux praticiens pour les aider à effectuer des actes de façon beaucoup plus précise, de façon beaucoup plus fiable et réduire l'aléa chirurgical. Donc nous, notre métier, c'est tout simplement cela, c'est de faire finalement ce qui a déjà existé dans de très nombreux domaines de la vie quotidienne où la technologie a permis de réduire l'aléa. Quand par exemple, on doit emmener notre voiture pour faire un changement de pneu, personne ne se pose la question de savoir si l'équilibrage qui est fait va être fait avec efficacité, et pourtant c'est extrêmement important, puisque derrière, un accident extrêmement important, on pourrait en découler. Mais néanmoins, on ne se pose pas ce genre de questions, parce qu'on sait très bien que l'opérateur va utiliser des machines qui vont faire en sorte que finalement, l'aléa lié à l'opérateur va être extrêmement réduit. Aujourd'hui, nous avons tous intégré que la médecine de la chirurgie, c'est un petit peu une espèce d'artisanat, et le résultat va dépendre du médecin, du chirurgien, de sa forme du jour, de son expérience, etc. Or, ça n'est pas une fatalité. La technologie a un rôle extrêmement fort à jouer pour réduire toute cette incertitude et faire en sorte que l'on puisse optimiser autant que faire se peut l'acte chirurgical. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde a certainement entendu parler de Carmat, par exemple, et du cœur artificiel. Il y a peut-être 20 ans, 30 ans, si on avait parlé d'un cœur artificiel, on vous aurait certainement jeté des pierres. Ça veut quand même dire qu'il y a des gens, il y a un moment, qui ont dû se réfléchir à la possibilité, remettre en cause ce qui, il y a quelques années de cela, on aurait certainement été brûlé si on avait expliqué qu'on allait mettre un cœur artificiel dans le corps d'un homme. Donc, innover, c'est devoir remettre en cause en permanence les schémas établis, et donc c'est transgresser.
Une question qui fait le lien avec le débat précédent sur l'automatisation de la société et la destruction de jobs. Il y a forcément une forme d'ambivalence à l'égard des robots en général. Est-ce que c'est un sujet ou pas du tout que le robot peut prendre le travail éventuellement, peut-être pas des chirurgiens, mais est-ce que c'est un problème que vous intégrez ou pas dans vos réflexions? Nous, c'est absolument, dans notre domaine, c'est absolument pas un sujet, puisque de toute façon, les robots dans le domaine de la chirurgie n'ont jamais remplacé un chirurgien, ils ne le feront jamais, c'est pas l'objectif. Comme je le disais précédemment, ce sont des outils intelligents qui permettent simplement aux chirurgiens d'opérer de façon plus précise, plus efficace. Voilà. C'est un peu l'équivalent de l'ABS sur votre voiture. Un ABS n'a jamais remplacé l'opérateur qui doit appuyer sur le frein. Simplement, il rend le freinage plus efficace. Vous aimez bien les voitures, hein? Ça a le mérite d'être une... Ça permet de faire comprendre. Voilà, Michel Cassé, je reviens vers vous parce que je vous ai vu réagir très fortement sur la notion de progrès tout à l'heure. J'aimerais que vous m'en parliez. Est-ce qu'il faut le réhabiliter? Si tant est qu'il en ait besoin, je ne sais pas. Bon, écoutez, le progrès scientifique est évident, le progrès moral laisse à désirer. Donc l'humanité n'est pas un état à subir, c'est une dignité à conquérir. Donc je reste un peu évasif et je reviens sur ce que j'ai qualifié de vide parce que je crains d'avoir été un tout petit peu cavalier. Allez-y. Donc, un élément est apparu dans la physique et dans la cosmologie qu'on appelle le vide quantique qui n'était pas là auparavant. Si bien que le vide, maintenant, est considéré comme l'élément premier avant même la lumière. La lumière est par rapport au vide ce que le Père est par rapport à la fille. Donc, nous avons, d'une certaine manière, modestement réécrit la Genèse. Mais ce vide a aussi une influence microscopique. Le vide est ce qui nous relie, en fait. Parce que des particules jaillissent de ce vide comme des poissons volants pour y retomber aussitôt. Et le vide est une banque, on peut lui emprunter de l'énergie. Donc, la création a été prise en flagrant délit. On peut créer ou transformer une énergie de mouvement, le mouvement étant décrit par une vitesse, c'est un attribut de la matière, transformer un attribut de la matière en matière, c'est-à-dire qu'on peut matérialiser l'énergie. C'est quand même assez hallucinant. Donc, je vous incite, messieurs les entrepreneurs et banquiers, à réfléchir sur le fait que la mécanique quantique dit que les emprunts les plus lourds, les plus conséquents, au vide, doivent être remboursés au plus tôt. Cela s'appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Alors, j'aimerais revenir, on va poursuivre avec Michel Cassé, forcément. Il y a un truc qui m'a fasciné quand on s'est parlé. Vous avez parlé à plusieurs reprises du film Interstellar, et vous avez évoqué un truc qui était forcément une de mes questions cet après-midi, et j'ai repris exactement ce que vous m'avez dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas dans le film, il ne s'agit plus d'améliorer le monde, mais de le quitter. Alors c'est intéressant. C'était Jean-Michel? Oui. Ah, je suis désolé, Jean-Michel. Je crains. Alors on va y aller ensemble. Et puis on va faire réagir Michel après pour savoir s'il peut nous emmener en quittant le monde, parce que c'était aussi une des questions que je voulais vous poser. Est-ce que demain on quittera le monde pour habiter? Bah tiens, posons la question à Michel avant de revenir vers vous. Je pense que oui, mais tout dépend de quel monde il s'agit. Voilà. Allez-y, expliquez-nous. Alors, bon, si vraiment on veut aller sur Mars et plus loin, parlons des voyages non plus interplanétaires, mais interstellaires. Soyons un peu audacieux, n'est-ce pas? Si l'on veut se donner une chance de voyager dans l'espace, en fait, l'homme fait un saut de puce et il croit voyager dans l'espace. Il a mis le pied sur la Lune et la Lune est à 1 seconde-lumière. Donc, la lumière met 1 seconde pour nous parvenir. Le Soleil est à 8 minutes-lumière. La galaxie d'Andromède est à 2 millions d'années-lumière. Donc, si l'on veut sortir de son arche originaire, il faut changer de moteur. Alors, je peux vous dire quel est le moteur de l'avenir, c'est le moteur d'antimatière sur lequel nous travaillons actuellement. L'antimatière étant le double antagoniste et mortel de la matière. Si vous touchez votre antimatière, vous disparaissez, vous et elle, en lumière. C'est la fin que je me souhaite.
Jean-Michel, pardonnez-moi d'avoir attribué à Michel ce qui était vos propos à vous. Ce film vous a marqué, Interstellar, en tout cas, parce que vous l'avez évoqué 2-3 fois, mais parlez-moi de cette idée d'améliorer le monde, enfin de quitter le monde ou de l'améliorer. Oui, j'évoquais ce film qui est quand même extrêmement intéressant, d'abord parce qu'il exploite des données astrophysiques qui paraissent plausibles dans le film. Donc là, il s'agit de changer de galaxie à la faveur de trous noirs ou de trous de verre. Donc, bon, vous avez sans doute vu ce film. Mais effectivement, il y a cette tirade un peu grandiloquente à un moment donné, dans laquelle l'un des héros dit il ne s'agit plus de changer le monde, mais de le quitter. Et cette phrase a fait tilt en moi pour des raisons qu'on a réactivées là dans la discussion. Vous avez parlé du vide, bien sûr, et vous en avez parlé de manière extrêmement intéressante, mais le vide, c'est aussi le résultat d'une ascèse. Essayer de faire le vide en soi, c'est quelque chose qui est très, très prégnant dans nos sociétés, volontiers attirées par les spiritualités orientales, volontiers hantées par le fait que le moi, le cher moi, comme disait Stendhal, est de plus en plus lui-même vide, la vacuité du moi, etc. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je vois l'innovation fait la révolution. Quand l'innovation fait la révolution. Moi cette phrase, elle évoque pour moi les prémices de la culture du numérique que nous connaissons aujourd'hui. La culture du numérique, elle est née en Californie, elle est née dans les communautés hippies, dans ces communautés hippies qui voulaient la révolution, mais qui ne voulaient pas la révolution politique, qui voulaient la révolution spirituelle, qui voulaient une révolution qui concrètement aurait permis sans doute d'être délivré de l'État, du pouvoir des institutions, d'être délivré de la guerre. Il n'y a qu'une chose dont on ne pouvait pas se délivrer à l'époque, c'était de la peur de la bombe atomique. Ça, on savait que ça allait, on pensait que ça allait nous tomber dessus. Et par conséquent, il y avait cette dimension d'apocalyptisme. Mais en tout cas, la révolution qui était voulue par la contre-culture américaine, ces mouvements hippies, c'était une révolution résolument spirituelle qui consistait à essayer de changer de regard sur les choses. Changer de regard. Alors au début, évidemment, c'est le LSD qu'on utilise, ou c'est la musique rock, mais progressivement, on va découvrir que l'informatique, le virtuel, serait sans doute beaucoup plus efficace pour changer de regard sur les choses. Et la culture du numérique dont nous héritons, et qui a été dévoyée, confisquée par Google et par les méga-machines, c'était ça. Une révolution faite de déprise, se déprendre de la volonté de vouloir conquérir le monde, se déprendre de vouloir imposer le pouvoir, se déprendre tout simplement de cette ambition d'intervenir sur le monde de manière autoritaire. Et c'est là où le vide revient. Le vide est effectivement créateur, pour autant qu'il nous met à distance, paradoxalement, d'une volonté qui nous assujettit aux choses et nous conduit tout simplement à vouloir satisfaire à des technologies qui sont toujours des technologies du format. On a un peu le vertige quand même cet après-midi avec tout ce qui est en train de se passer dans tous les domaines que vous avez décrits. Est-ce qu'il y a un moment un risque pour l'homme de perdre un peu le contrôle? Et est-ce que les gens en ont peur aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il y a... Enfin, le contrôle de tout ça, on parlait d'intelligence artificielle, enfin tout ça est à la fois extraordinairement excitant, mais on voit aussi que... J'entendais l'autre jour quelqu'un dire que la France n'est pas amoureuse de son présent, qu'elle est angoissée par son avenir et qu'elle se réfugie dans son passé. C'est peut-être un peu aussi à cause de ça, parce que c'est un peu flippant aussi. Ce qui est intéressant, c'est que la perte de contrôle, actuellement, ceux qui l'annoncent, ce sont ceux qui ont fait ou qui ont contribué à faire le monde qui est le nôtre. Vous avez tous entendu cet appel lancé par Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk et un certain nombre d'entre eux, enfin d'autres, qui disaient l'intelligence artificielle menace de tuer l'espèce humaine. Absolument, récemment. Récemment. Et des gens quand même qui ont changé le monde. Alors que c'est des gens, Stephen Hawking, sans l'intelligence artificielle, il est rien, Bill Gates, il est fauché, sans l'intelligence, etc. Donc c'est quand même
Bon, des gens, il y avait eu déjà Bill Joy, il y a quelques années, qui avait écrit un livre intitulé « Le futur n'a plus besoin de nous », donc qui répondait à votre question. Effectivement, nous avons perdu le contrôle. Et quand un krach boursier est lié à des robots traders, je crois qu'on ne peut pas faire la meilleure démonstration du fait que nous ne sommes plus aux commandes. Donc, est-ce qu'on peut le retrouver, ce contrôle? Et comment faire? Michel, peut-être une réaction là-dessus? Oui, je pense en effet qu'il y a quand même plus, dans le ciel, plus d'espoir que ces oiseaux de mauvais augure peuvent partager. Donc l'angoisse est élévatoire pour certains, ils en ont besoin. D'autres préfèrent regarder la vie et les étoiles sous un autre angle. Je pense qu'il faut rester conscient du fait que l'univers est un trésor caché qui a voulu se connaître et que, d'une certaine manière, sans faire d'anthropomorphisme, la nature s'essaye en nous. Donc, il faut avoir foi dans la capacité d'évoluer. Je pense que les gens qui s'expriment de cette manière-là sont mortifiants pour la raison qu'ils sentent arriver leur propre mort. Et leur surmoi tyrannique est tel, ou leur aspect démiurgique, notamment pour Hawking, est tel qu'est devenu trou noir lui-même, spécialisé trou noir, mais les trous noirs ne sont ni trous ni noirs, ils sont gris sur les bords. Parce que dire d'abord, je récuse le terme tout noir. Donc je vous dis que les termes mortifiants doivent être inversés. Le trou noir brille. Pourquoi? Parce que zéro, un trou noir, c'est une quantité, enfin un être matériel, une quantité de matière, un volume plein de matière qui se réduit à zéro. Et donc, c'est une aberration. Dans ces conditions, il n'existe pas parce que zéro est trop précis pour être quantique. On oublie le principe d'incertitude. Donc, l'espoir est dans l'incertitude, puisque le trou noir brille. Je crois que ça mérite des applaudissements, effectivement. Le trou noir, c'est l'image de la mort dans le ciel, incidemment. Pardon? Je disais, le trou noir, c'est l'image de la mort dans le ciel. D'accord. Donc, pour reprendre notre dialogue sur la mort et son élimination définitive. Est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'il y a des façons différentes, culturellement, géographiquement, de réagir à tout ce qu'on se dit là, c'est-à-dire ce rapport à l'avenir, au progrès, aux angoisses ou aux perspectives? Et je pense notamment à l'Europe, à la France et aux États-Unis. Bertin, est-ce que vous voyez, et c'est aussi une question que je voulais vous poser, c'est votre entreprise réussit en France, à partir de la France, avec une R&D en France, pour autant elle est en train de conquérir le monde. Est-ce qu'il y a des choses à apprendre et à importer pour qu'on ait encore plus de Bertin Naoum en France? Et d'avoir peut-être encore moins peur du progrès, et si tant est que certains l'aient? Je pense qu'il faut... Je ne suis pas certain qu'il y ait tant de différences culturelles finalement entre la France et les États-Unis ou d'autres régions. C'est plus des différences à l'intérieur même d'un même pays. On a bien vu au travers de cette table ronde et de la précédente qu'au sein d'un même pays, on peut avoir des opinions complètement différentes. Moi, sur les ludites, c'est clair. Moi, là, il y a débat. Je fais partie des gens, je voudrais vraiment, en tous les cas, moi, apporter ma vision, qui est une vision extrêmement optimiste de l'avenir et du progrès. Ce que nous ont appris d'ailleurs les années 30, c'est qu'on n'a pas besoin d'ordinateurs et de big data pour qu'il y ait des crises boursières. Les crises ont existé bien avant qu'effectivement les big data et ce genre de choses existent, donc ça n'a absolument rien à voir. C'est la cupidité humaine, effectivement, qui mène éventuellement à des crises boursières. L'informatique n'est qu'un outil au service de l'être humain pour pouvoir développer des process, développer des produits dont l'objectif ultime est tout simplement de rendre la vie humaine beaucoup plus agréable, soigner les patients et notamment, on a tendance parfois moi c'est en tous les cas quelque chose que j'observe assez régulièrement, c'est qu'on a souvent tendance à résumer l'innovation à Google, Facebook et autres Instagram, sans remettre en cause l'importance des réseaux sociaux ou de ce type d'outils. L'innovation, ce n'est pas que ça. L'innovation, c'est également, je vais revenir encore sur l'exemple de l'automobile, des voitures qui sont beaucoup plus fiables,
que ce qu'elles étaient il y a 30 ou 40 ans. L'innovation, c'est également développer des machines qui permettent, encore une fois, d'opérer des patients de façon plus efficace et les soulager donc de maux extrêmement importants. L'innovation, c'est toute une série, je dirais, donc d'avancées qui mettent en œuvre des technologies numériques ou pas, et réduire l'innovation, réduire, je dirais, toutes les avancées uniquement à ce que Google peut faire. Je pense que c'est, à mon avis, extrêmement réducteur. Je pense que Google est effectivement un exemple dans sa capacité à remettre en cause les schémas établis. Et je crois que s'il y a effectivement quelque chose qu'on doit retenir de ce qui se passe du côté des États-Unis, c'est qu'on se rend compte que souvent, les innovations ne viennent pas des acteurs d'un système. Elon Musk, dont vous parliez précédemment, est quelqu'un qui est à l'origine des technologies de l'information. De PayPal, au départ. PayPal, complètement. Qui ensuite s'est lancé dans les voitures électriques. Tesla. Exactement, Tesla, et qui maintenant, avec SpaceX, se lance dans, je dirais, l'aéronautique. Et concurrence l'Europe très fortement. Donc on voit quelqu'un qui est complètement extérieur à un secteur et qui, justement parce qu'il est capable de s'affranchir, je dirais, de tous les principes qui régissent le système dans lequel les gens évoluent, vient avec des approches complètement différentes. Ce que fait Google aujourd'hui, c'est exactement la même chose, en venant pénétrer des secteurs dans lesquels on ne les attendait absolument pas et profiter de leur capacité à remettre en cause les schémas établis, à transgresser, remettre tout simplement, innover et proposer des solutions différentes. Donc moi je pense encore une fois que l'innovation est clairement facteur de progrès. Alors tout n'est pas parfait, hein, il faut du temps pour que les choses s'améliorent, mais je crois qu'on va dans la voie du progrès et j'en ai absolument aucun doute. Alors peut-être une dernière question, Michel Cassé, sur justement ces nouveaux acteurs qui viennent peut-être lancer de nouvelles méthodes pour aller conquérir l'espace. Et on terminera avec Jean-Michel, peut-être sur un mot optimiste. J'aimerais que vous nous trouviez une minute optimiste pour nous donner envie de l'avenir en conclusion. Allez-y Michel, je vous en prie. Après vous. Non, il a son optimisme pour la fin. Mais vous, je voudrais savoir si effectivement les gens qui pensent différemment vous aident à conquérir l'espace différemment demain. Oui et non, disons que bon, la compétition spatiale est féroce. Sans parler de SpaceX, les Coréens, les Chinois développent une stratégie qui nous force à remettre en chantier, si vous voulez, nos propositions. Et la situation, sans être alarmante, est disons, relativement étonnante, challenging, c'est ça. Mais donc, pour donner une note non pas ni optimiste ni pessimiste et conclure en ce qui me concerne, je dirais que il faut faire le procès de l'incendiaire et non pas de l'allumette. C'est bref mais efficace. J'ai retrouvé. Je disais c'est bref mais efficace. Jean-Michel, la dernière minute optimiste, elle vous revient. Écoutez, moi, je crois qu'on peut quand même être optimiste parce qu'on s'aperçoit bien que le débat sur le transhumanisme, le débat sur la portée, les finalités des innovations, ce débat, il est de plus en plus important dans la société civile. Bon, on en est l'exemple même cet après-midi. Moi, je trouve qu'il y a une sensibilisation croissante à des questions qui ne se posaient pas jusqu'à présent. Je pense que dans un avenir proche, on va avoir des grands débats autour de la médecine connectée. Hein, là, on est complètement dans l'euphorie avec ce qui nous est annoncé en matière de médecine prédictive. Bon, mais peu à peu, je crois que sans que triomphent forcément les esprits chagrins, on va se poser les vraies questions, qui sont les questions éthiques, les questions du bien vivre. Après tout, on va se poser la question de savoir si la médecine connectée n'est pas un facteur d'hypocondrie généralisée. Comment faire en sorte pour freiner en quelque sorte l'innovation en matière de biocapteurs, etc., etc. Je crois que les débats, on peut les avoir. Et puis, je suis résolument optimiste quand je vois les jeunes générations
qui ne sont pas du tout technophobes, hein, qui travaillent dans les Fab Labs, qui travaillent dans les cantines, qui travaillent dans les associations, à essayer de réaliser, grâce aux technologies, des idéaux de convivialité. Ça, je trouve, moi, que du coup, je retrouve mes années de contre-culture américaine chez un certain nombre de geeks aujourd'hui, dont je me dis que s'ils arrivent à résister et à ne pas être dévoyés par les méga-machines, eh bien, ils sont porteurs réellement d'espoir. Hein, et je suis d'accord avec Michel Cassé, l'espoir, c'est l'incertitude. Hein, et de ce point de vue-là, il faut éviter que les technologies ne nous saturent de certitude, hein, parce que c'est le risque majeur que nous aurions. Hein, ce serait ça, au fond, tuer la vie. Eh bien, vive la contre-culture et merci infiniment à tous les trois. Merci beaucoup. C'est la fin de ce colloque. Merci à tous de nous avoir suivis. Je crois qu'un cocktail vous attend pour continuer à échanger. Merci beaucoup et à bientôt.